Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est le Général G, ou déjà foot qu'on est, c'est ici, ça se passe. Et toi, Black, comment ça va? On est là, tranquille, pépère, et toi? Moi, ça va, tout se passe bien. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on a mis ces derniers temps. Les choses continuent à évoluer, on vous remercie. Faut continuer surtout à commenter. Je vous avoue qu'on aime bien échanger avec vous sur les posts et tout, même si on n'est pas toujours d'accord. Donc continuez à commenter, liker, à vous abonner et à donner de la force à la chaîne. Donc, avec la venue des Spurs en France par rapport au Paris Game, il y a un sujet qui nous est venu et qu'on a D'ailleurs, attends, juste rapidement, on n'a pas été invité au Paris Game cette année. Je sais pas qui travaille chez la NBA en France ou quoi. Si un jour vous entendez notre podcast, on espère recevoir une invitation l'année prochaine. On dira pas non et on dira des belles choses sur la NBA actuelle. De toute façon, maintenant, c'est X6, les choses se passent. Je l'ai dit, je le redis. Donc, l'année prochaine, ils seront obligés de nous inviter. Donc, pour en revenir à ce que je disais, il y a un sujet qu'on a trouvé intéressant. C'est la mondialisation de la NBA. Ce rapport joueur américain, joueur européen et mondial. En vrai, faut poser la vraie question. Est-ce que la NBA, c'est toujours un sport dominé par les Américains? C'est ça la vraie question, c'est le vrai, c'est un truc, c'est une question qu'on se pose actuellement. L'idée, c'est un peu de débattre par rapport à ça, de parler de la place des Européens dans le jeu, actuel, de revenir un peu sur les pionniers qui ont permis justement à l'émergence des joueurs européens ou africains en NBA ou, d'Amérique latine ou autre. De toute façon, d'ailleurs, je dis ça, mais les premiers, c'est les Canadiens, mais voilà. Bah, de parler de cette émergence, de parler des conflits de style entre le style américain et le style, international, on va dire. Et dernier point, ça serait de voir d'un point de vue international sur les compétitions, telles que les championnats du monde ou les jeux olympiques. Est-ce que c'est toujours les Américains qui dominent? Est-ce que ça va rester le cas encore longtemps? Si c'est pas le cas, ben, quelles sont les équipes ou quels sont les pays qui peuvent surpasser ou se rapprocher des Américains? Après, on a bien pu voir que dans les années 90, quand ça a commencé, il pouvait avoir très peu d'Européens ou même d'Africains. Mais il y a des joueurs comme par exemple Olajuwon qui ont marqué cette époque. Ils étaient à peine une petite quarantaine. Si je me souviens bien, il faudra peut-être vérifier ça. N'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires, ce genre de petits détails. C'est vraiment par la suite, dans les années 2000, où ça a pu se développer avec des Dirk Nowitzki, Tony Parker, Manu Ginobili, Yao Yao, Ming, et c'est vrai qu'il y a Pogazol. Pogazol, il y a Selakovic qui nous a fait la misère à nous en tant que Lakers. Je me souviendrai toujours de ce mec-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pu voir la nouvelle génération, Giannis, Jokic, Doncic, ou même nos deux Français qui sont numéro un et numéro 2 de la draft cette année. Et on peut voir qu'il y a une énorme évolution de ce côté-là. Je trouve ça intéressant pour nous, par exemple, en tant qu'Européens et en tant que Français. Maintenant, c'est de savoir aussi quelle place ils ont pris en NBA par rapport aux Américains. Est-ce que vraiment actuellement c'est une menace ou une révolution dans le game actuel? Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas si le terme menace, c'est une bonne chose. Une révolution, c'est sûr, dans le sens où on le voit aujourd'hui, que ce soit sur les trophées majeurs ou même sur la draft, comme tu l'as dit, les joueurs les plus cotés, en tout cas les joueurs qui dominent en tout cas, les trophées, de fin de saison, ce sont majoritairement des joueurs étrangers. Donc après, on va me dire, est-ce que le Canada, bah, voilà, le Canada, ça reste un pays étranger, mais quand tu vois que pour la course MVP, par exemple, les premiers joueurs qui vont être cités, tu vas avoir Jokic, Giannis, Shai, tu vas avoir Lucas souvent qui va revenir. Aujourd'hui, on a peut-être Wemby qu'on peut mettre dans la course aussi, et que le premier joueur américain auquel tu vas penser dans la MVP, c'est Jason Tatum, et c'est peut-être le seul. Ouais, c'est clairement une révolution. Je pense que c'est la première fois qu'on en arrive à avoir autant de joueurs étrangers aussi bons, et surtout, après, je sais pas si c'est des joueurs américains qui sont bons, mais en tout cas, de voir, on va dire, une domination inversée avec les joueurs étrangers qui sont devant les Américains qui prennent un second rôle. Bah après, moi, je dirais, c'est un petit peu des deux. Comme tu l'as dit, de voir le seul joueur potentiellement qui nous vient à l'esprit, c'est Jason Tatum. Je pense que c'est un problème. Maintenant, est-ce que le jeu des Américains, il s'est affaibli? Je pense quand même un petit peu, mais dans un sens aussi, on peut très bien voir que les Européens se sont améliorés dans tous les niveaux. Et j'aime bien l'approche que les Européens ont de garder leur style de jeu, notamment sur tout ce qui
qui est fondamentaux. On voit que là-dessus, on est beaucoup plus technique qu'eux. Au niveau des Américains, on voit que même eux, au niveau de ce qui pouvait leur appartenir, tous ces attributs physiques, le jeu sur le 1 contre 1, ou des mecs qui pouvaient exceller, comme par exemple ce que Melo pouvait apporter sur un dribble à gauche, être capable de scorer, un dribble à droite, être capable de scorer dans n'importe quelle position. Maintenant, il y a très peu de joueurs qui sont capables de se retrouver dans cette position-là, que ce soit dos au panier ou comme on peut l'appeler le terme bucket, surtout pour les joueurs comme ça, je pense que ça se perd. Tu parles particulièrement des joueurs américains ou tu parles vraiment de tous les joueurs? Parce que je pense que c'est aussi l'évolution du style de jeu qui fait qu'on a perdu ces scoreurs, ces buckets, comme tu le dis. Je pense que les joueurs sont encore capables, hein, dans le sens où tu as des Booker, ben, Tatum, on le disait aussi, Anthony Edwards, etc. Mais je pense qu'ils se font un peu plus rares. Si on voit bien aujourd'hui le style de jeu mis en avant par les Américains, on va penser à la nouvelle génération. Tu as plus les Lamelo Ball, etc. Donc beaucoup de skills, beaucoup de moves, on va dire, impressionnants. Un peu moins de fondamentaux. Pas pour dire qu'elle n'en a pas, attention, mais un peu moins de fondamentaux. Et c'est globalement ce qu'on retrouve de la nouvelle génération. Et à l'inverse, quand tu regardes les joueurs européens ou les joueurs africains ou voilà, qui arrivent en NBA. Je sais pas si c'est le mode d'apprentissage qui fait que, mais c'est vrai que quand tu vois, je sais pas, je vais prendre un Embiid par exemple qui est arrivé assez tard dans le basket. Hein. Il a commencé, il y a 15 ans, je crois qu'il a commencé le basket. Bah, c'est comme si le gars il devait réapprendre le sport dans son intégralité, donc forcément il commence par les fondamentaux. Et le fait qu'il commence par ça, bah, contrairement aux joueurs américains, peut-être eux aujourd'hui sont pour des skis, sur l'explosivité, l'athlétisme, etc. Tu sens une différence. Quand on voit aujourd'hui des joueurs, ben, si je fais un focus sur la France par exemple, tu vois Wemby, il n'y a pas un truc qu'il ne sait pas faire. C'est hyper impressionnant. Qu'à sa taille, il sache tout ça, c'est un truc de malade. Et quand tu vois même ceux qui ont été draftés l'année, ce sont des joueurs assez complets. Ils ont un shoot, Achille, il a un shoot, il sait défendre. Son handle, il est pas mauvais. Il a une bonne intelligence de jeu. C'est pas, tu t'attends pas juste de le voir faire des step back et voilà, tu vois. Je pense que si on peut prendre un peu plus large, les Européens, ils ont toujours plus ou moins eu cette aptitude. Je pense que c'est l'Europe ou même le monde, c'est beaucoup plus adapté à la NBA et a pu évoluer. Quand on regarde le top de l'élite européenne et le top de l'élite américain, il y a quand même un fossé. Mais des mecs qu'on pouvait retrouver comme Divac étaient capables d'avoir son style de jeu qui lui permet d'exceller. Mais à contrario, il y avait aussi chez les Américains des mecs comme Steve Francis. Eux avaient leur style un peu plus street, vraiment américain, être capable de scorer, être athlétique. Mais je trouve qu'aujourd'hui, sur ce côté américain-là, on le retrouve plus. Ou du moins, on le retrouve moins. Ou même si, par exemple, on a des joueurs comme, je sais que je prends beaucoup cet exemple comme Tatum, parce qu'on va dire qu'actuellement, c'est lui qui représente un petit peu plus cette élite, parce que on a toujours la génération de LeBron, Curry, Durant qui porte quand même la NBA. Ah, Mais cette flamme-là, elle est en train de s'éteindre. Maintenant, on a les joueurs du milieu, comme tu l'as dit tout à l'heure, peut-être Booker. On voit bien, c'est un peu l'ombre de lui-même, malgré qu'il nous montre des stats. Mais personne, si par exemple par exemple on est là à prendre un match sur Touquet, personne va le prendre en exemple. Nous-mêmes, on joue à ce jeu-là, mais c'est pas quelqu'un sur qui on va compter. Ouais, je sais pas. Après, j'ai envie de dire aussi qu'il est dans une mauvaise phase, donc c'est facile d'oublier son niveau global et de penser que c'est un joueur, on va dire, comme tu disais, qui va pas être priori, enfin, dont on va pas parler ou sur lequel on va pas forcément copier son style. Je sais pas si tu parlais de Touquet, mais le joueur parfait, Touquet, selon les dires, pour la nouvelle génération, c'est Paul George, par exemple. C'est un gars qui va être grand, bon, etc. C'est pas forcément, je sais pas, Luka ou le Joker. Moi, je dirais que le joueur parfait maintenant sur Touquet, ou le joueur parfait, tout ça sera Wemby. C'est Wemby. Voilà. Après, tu parlais des anciens, de Divac, etc. Je trouve que c'est intéressant un peu de revenir sur ça, de revenir un peu sur les pionniers internationaux qui ont permis, qui ont ouvert la voie, si tu veux, à la nouvelle génération et qui ont permis justement, que ce soit aux Africains ou Européens, de devenir un peu des leaders en NBA. Moi, quand je pense à ça, je t'avoue que le premier que j'ai en tête, c'est Hakim. Pour moi, c'est un peu la base. C'est le premier joueur international qui me vient en tête et qui a dominé, qui voilà, même si derrière il s'est naturalisé américain, mais bon, on sait tous à la base il vient du Nigeria et d'ailleurs il arrivait assez brut en NBA. Bon après je sais qu'il y a Manu Ball, il y a d'autres joueurs etc. Mais c'est vrai que moi le premier joueur auquel je pensais c'est Hakim.
te rends compte que ouais, même parmi les premiers joueurs qui sont arrivés en NBA et qui ont eu un impact, ils ont rapidement réussi à se hausser au top. Après, ils étaient pas beaucoup, donc forcément, on n'a jamais eu ces comparaisons-là à se demander est-ce que les Américains ils vont toujours dominer leur sport ou pas. Mais que tu penses à Hakim et aux autres joueurs qui sont venus derrière, tu vois que ce soit Tipeee, Dirk Nowitzki, Pogazol, il y a eu Petrovic pendant un moment et à son âme. Bah après, il y a plein de joueurs qu'on oublie. Par exemple, dans les années 90, je crois que s'il y a Arvidas Sabonis ou même un mec comme Zigauskas. Aujourd'hui, pour un type d'Européen, quand il était à Cleveland, il savait ce qu'il devait faire, il faisait juste son boulot. Bon, après, ça aussi, c'est un sujet qu'il faudra qu'on en parle. L'extinction ou plutôt l'évolution des pivots en NBA. Mais ce genre de joueurs qu'on pouvait trouver chez les Européens, aujourd'hui, même chez les Américains, on trouve plus ce genre de joueurs. Ils étaient là, capables d'être physiques sur l'homme. Mais vu que le jeu, il a aussi évolué, donc la comparaison, elle est un petit peu biaisée. Mais ce côté athlétique chez les Américains qui faisait leur force, maintenant, on le trouve plus. On se dirait tous les joueurs se ressemblent, c'est à peu près tous les mêmes. Pas forcément. Ouais, je suis d'accord avec ça par rapport au fait que les joueurs soient tous plus ou moins les mêmes. Je suis pas forcément d'accord avec le fait que le côté athlétique on le trouve plus. Si tu veux, j'ai toujours l'impression en comparaison que les Américains ils sont beaucoup plus sur ça. C'est-à-dire la performance athlétique, c'est des trucs. Tu vois combien de fois t'as entendu parler de la détente verticale de Tony Parker ou de la détente verticale de Nowitzki ou Pogazol. C'est pas des choses que nous les Européens on met beaucoup en avant ou même dans le reste du monde, hein, tu vois. Alors que les Américains sont beaucoup sur ça. Ils vont être beaucoup sur la mesure de du niveau athlétique, de ta vitesse, de ceci et de cela. Alors que les joueurs étrangers, je sais pas, tu vois, même quand tu vois en Europe, en Euroleague, etc., c'est rare que tu entendes parler d'un gars et qu'on te dise, ouais, bah, ce gars-là, sa détente sèche, c'est ci ou ça. C'est pas forcément l'un des sujets. C'est là qu'on voit qu'il y a peut-être un conflit de style, on va dire, entre les Américains et les Européens. Mais est-ce que le gap physique des Européens n'est peut-être pas aussi élevé que celui des Américains, mais forcément, l'écart s'est réduit. Mais comme on retrouve moins aussi ce côté ou le côté, on va dire, basket qu'on pouvait voir chez plein de joueurs comme Tracy McGrady, être capable de changer de direction sur ce, ou de marquer dans toutes les positions, avoir un jeu vraiment atypique où on sait vraiment pas ce que tu vas faire. Aujourd'hui, il y a très peu de joueurs qui peuvent faire ça. Je sais qu'Anthony Edwards, l'année dernière, il nous a montré un petit peu quelques skills, on avait l'impression ça. Un petit peu quand même, il nous a Non, mais beaucoup montré. pourquoi je dis un petit peu? C'est dans le sens où il a commencé à nous montrer des choses, ça a commencé à comparer à Jordan et tout. Bon, moi, j'étais là, franchement, je vais pas mentir, ce moment-là, je l'ai kiffé. On a tous kiffé. Mais aujourd'hui, Book s'est transformé en buteur à 3 points exceptionnel. On sait pas d'où ça vient. Et là-dessus, on a bien vu que en termes de fondamentaux, ce que les anciens pouvaient avoir, parce que peut-être que c'est que les Américains, ils avaient ce genre de choses, mais par exemple, un mec comme Jason Kidd, il avait pas une panoplie de fou, mais on pouvait voir ce côté où déjà son QI basket était très élevé et le minimum qu'il savait faire, il savait le faire à, on va dire, à une certaine perfection. Mais maintenant, aujourd'hui, on trouve plus ça chez les Américains, mais à contrario, nous, les Européens, quand je parle de nous, je parle de la France, de l'Allemagne, le meneur allemand, un mec comme Jimmy Sonder peut bien voir ses qualités techniques. Elles ne sont pas extraordinaires, mais ça, il le maîtrise bien. Après, sur la continuité, on peut en parler d'être capable de maintenir ce niveau-là, mais ça reste quand même un très bon Européen qui avait existé grâce à ce qu'il s'est maîtrisé. Mais je trouve que les Américains, on les a rattrapés à ce niveau-là. Enfin, grâce à nos fondamentaux. Alors, je sais pas si on a déjà été en retard au niveau des fondamentaux, en fait. Comme je t'ai dit, moi, je trouve que tous les joueurs européens ou africains qui sont partis, et même d'Amérique latine, qui ont joué en NBA, ils ont toujours eu des fondamentaux solides. Parce que je pense que la façon dont le basket est enseigné d'un point de vue mondial, ça se base beaucoup sur les fondamentaux. Bah, tu vois à travers les époques, en fait. Quand tu vois un Pogazol, moi, j'ai eu la chance de voir Pogazol jouer en réel, en live. Je suis allé voir un match à l'époque, il jouait au Bulls avec Derrick Rose. Ah ouais, Derrick Rose, on m'avait parlé de ce match, c'était incroyable. Et en vrai, quand tu le vois jouer, il y a pas d'erreur, enfin, il a pas de défaut dans son jeu. Il y a pas un truc qu'il savait pas faire, main gauche, main droite. Et tu vois, quand tu le vois à la télé, tu te dis, ah ouais, cool. Mais quand tu le vois en vrai, tu te rends compte de la difficulté et tu vois que, ok, c'est pas le plus athlétique des gars, mais en termes de fondamentaux, c'était incroyable. Donc, à son époque, il a pas pu dominer, si, il était bon, mais il a pas pu dominer. Pourquoi?
parce que tu avais des gars comme Tim Duncan, Kevin Garnett. Et si on parle de fondamentaux, bah, ces gars-là, ils avaient rien à envier à un gars comme Pau Gasol. C'est vrai que aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu vois ce que le Joker fait, par exemple, grâce à ses fondamentaux, grâce à son QI basket aussi, et que tu cherches des joueurs américains, en tout cas des pivots, des intérieurs américains capables de faire la même chose, bah, il y en a pas. Je sais pas si t'en as en tête. Non, Moi, j'en ai pas. Je crois que le meilleur pivot américain aujourd'hui, c'est qui? C'est Bam. Je sais pas si Anthony Davis, on va le compter comme un pivot. Je sais qu'il n'aime pas ce poste-là, mais voilà, on va dire le meilleur. Sinon, ouais, le meilleur joueur antérieur américain, ça va être Anthony Davis. Bon, je compte pas vraiment en big, même si il a été naturalisé, mais voilà. non, pour moi, ça ne l'est pas. Pour parler de son apprentissage du basket, la culture qu'il a eue, même s'il est parti à l'université aux États-Unis, mais voilà. Mais Tu vois, en comparaison, que tu compares les deux époques, une époque, ouais, t'as Pau Gasol qui a des bons fondamentaux, t'as Dirk Nowitzki qui est européen qui a des bons fondamentaux, mais derrière, chez les Américains, t'as Tim Duncan, Kevin Garnett, même des mecs comme Zach Randolph. Zach Randolph, le jump, ses fondamentaux, c'était incroyable. ou bien Ah, Al Jefferson, c'est ce que j'allais te dire. tu vois, ça reste des joueurs incroyables. Donc nous, on avait des joueurs comme Pogazov. Il y a un nom qui me revient en tête, c'est Kirilenko. Je kiffais ce joueur. Tu Ouais, vois, ça, André c'est un autre aspect. Kirilenko. Un autre aspect, c'est le fait que les joueurs européens, ils ont une facilité aussi à s'adapter à un collectif parce que voilà, c'est comme ça qu'on apprend le basket en Europe. C'est comme ça qu'on apprend le basket dans les camps, dans les camps d'entraînement en Afrique, etc. Il y a le collectif qui passe d'abord. Donc, quand t'as un mec comme André Kirilenko qui est capable de tout faire sur un terrain, je crois que c'est l'un des seuls gars à avoir fait un quadruple double, genre un truc comme ça. En tout cas, je me rappelle de ses lignes de stats, il était toujours, il allait te mettre 15-16 points, prendre ses 12-13 rebonds sur 7 passes, 5 interceptions, 3 blocs. Le gars, il est pas là juste pour être fêtard et scorer, c'est non, je sais tout faire. Et tu reprends même les Français, tu prends Nicolas Batum. Bah, Nico Batum, si sa carrière elle a duré aussi longtemps, c'est parce que fait défensivement, elle est chaud, mais il sait tout faire. Boris Dio, c'est pareil. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, l'enseignement au niveau mondial, au niveau européen, qui fait que, bah, dans le style, tu as des joueurs qui ont des bons fondamentaux, qui sont collectifs et qui sont aussi versatiles, j'ai envie de dire. Alors que chez les Américains, ça va être soit je suis pas athlétique et je défends bien, soit je fais un bon shooter et je sais pas défendre. Tu vois, je te dis des trucs un peu comme ça, mais c'est vrai que tu trouves moins facilement, si tu veux, des joueurs hyper complexes. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'ils se sont tous, ils essaient tous de rentrer dans des catégories plutôt que de se dire, ouais, je vais être un joueur capable de tout faire sur le terrain. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je sais que quand tu écoutes les Américains sur ce sujet, t'en as beaucoup qui vont te dire c'est le système AAU. C'est un peu leur système pour les jeunes. Ils font des tournois, ils jouent lourd et en fait, dès leur âge, dès le jeune âge, dès les 14, 15, 16 ans, il y a déjà un système où on est en mode, faut que tu sois la star de ton équipe. Pour ceux qui ont suivi la carrière de la Melo Ball, ils voient très bien de quoi je parle. T'es la star de ton équipe, il faut que tu mettes 40 points par match, t'as je ne sais combien de matchs dans la journée et il y a que ça qui compte. Ouais, mais justement, si par exemple on reprend le cas la Melo Ball, on sait qu'en tout cas cette année, ce qu'il fait par rapport à la NBA actuelle, et c'est vraiment très fort. On va pas se mentir, mais son jeu est vachement représenté. On dirait c'est un joueur vraiment d'highlights. J'ai pas l'impression que c'est le joueur qui va te permettre sur son individualité, comme par exemple un Allen Iverson était capable de le faire, ou même je reprends encore ce joueur parce que j'avais un peu d'affection sur lui, un Steve Francis. Il n'était pas extraordinaire, mais quand il menait son équipe et qu'il était au top, on sentait que c'était lui vraiment le go-to guy et il était capable de t'emmener quelque chose de plus que juste faire son jeu un petit peu street avec des moments qui étaient incroyables. La Melo sait très bien faire certaines choses, mais est-ce qu'aujourd'hui, toi en tant que joueur, parierais sur lui ou une équipe comme ça? Non. Ouais, mais c'est un peu injuste. Tu vois, je veux pas lui chercher des excuses, mais quand je dis c'est un peu injuste, c'est que le mec, il joue à Charlotte. Non, mais ça, C'est on la peut pas le franchise. prendre en Non, mais cause. c'est la vérité. C'est la franchise de la loose, tu vois. Mais Euh, non, tu peux pas me dire ça. Là, je peux. mais je suis obligé de le dire, c'est une vérité. Il y a des franchises dans lesquelles tu commences ta carrière, toutes les saisons, pendant 3, 4 saisons d'affilée, tu perds 40 à, je sais pas, à 50, 60 matchs. D'accord. Et dans ce cas-là, bah, si je te prends l'exemple de Rose, Rose, quand il est arrivé aux Bulls, Ouais, mais après, tout le monde n'est pas fait pareil, déjà. Et Chicago, c'est Chicago, quand même. Il y a une culture, quand même, de la gagne à Chicago. C'est-à-dire que, ouais, même si tu arrives 20 ans après, tu arrives quand
même dans une franchise qui est une dynastie. Donc les gars, ils essaient quand même de gagner. Après, ils s'y prennent peut-être pas toujours bien, mais tu arrives dans une situation où voilà, tu vois, on essaie de gagner. Et en plus, quand t'es Derrick Rose, t'arrives à Chicago, à un moment dans ton équipe, t'as quand même, tu vois, t'as des Joakim Noah, Jukes, il sortait de je ne sais combien de titres universitaires, je crois, de un back-to-back à Ouais, l'université. c'est vrai, c'est vrai. Il a des meilleurs défenseurs de la ligue. Le mec, il a une mentalité de malade, tu Et vois. donc, toi, ça veut dire qu'un joueur comme t'y crois? Tu penses qu'il va réussir à faire quelque chose par rapport, bon, après, c'est pas du tout le même niveau, mais un Doncic. Bon, Doncic, on sait déjà qu'il allait apporter quelque chose. Bon, je vais faire mon mea culpa. Je pensais pas qu'il allait être aussi fort aussi rapidement. Mais je ne vois pas ce genre de joueur être capable d'exceller comme un Doncic est capable de le faire. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu regardes Lamelo jouer, ça peut être plaisant, mais c'est vrai que on dirait plus, il prend du plaisir à s'amuser sur le terrain, etc. T'as pas, après, on sait pas, tu vois, chacun peut gagner avec son style, mais t'as pas l'impression qu'il a un mental en mode, je viens pour gagner tous les soirs et mon objectif, c'est de gagner le titre cette année. C'est ouais, je suis un joueur de basket, je viens faire le show. Si on gagne, on gagne. Et si on perd, bah, la vie, elle continue. J'ai toujours, tu vois, j'ai toujours le lifestyle qui va avec. Donc, non, je t'avoue que si tu me demandes de parier sur, enfin, de miser sur quelqu'un pour gagner quelque chose dans les 5 prochaines années, je t'avoue, le nom de la Ball, il sortira pas en premier. Mais pas juste à cause de son style de jeu, c'est aussi parce qu'il joue à Charlotte. Parce que quand on regarde bien aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, si on essaye de se projeter un petit peu plus, on voit bien qu'aujourd'hui, le futur de la NBA, bon, là, on peut nous donner le big up, on peut prendre la responsabilité, c'est Wemby. Il y a personne qui te dira le contraire. Ce joueur, il est tellement incroyable et ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il est en train de choquer tout le monde. Et je pense qu'on n'a même pas vu vraiment l'alien que c'est. Donc, voilà, c'est que le début, hein, c'est que... Mais à contrario, les 5 derniers MVP, ils sont aussi, quand je dis de notre côté, je parle globalement surtout Ouais, au niveau le reste du monde, team quoi. reste du monde. Ça, on peut bien le voir. Donc aujourd'hui, même sur les années à venir, je vois même pas comment un Américain peut renverser la vapeur et je trouve ça dommage. Des Bah, mecs comme Donovan Mitchell qui mènent leur équipe d'une façon extraordinaire. J'avoue, eux, personne les a vus venir. C'est des ovnis venus de nulle part. Mais aujourd'hui, je pense que si on vous pose, même vous, la question en tant que téléspectateur, et n'oubliez pas, partagez, likez. On n'a pas l'habitude de demander, mais faites-nous kiffer, faites-vous kiffer. Un mec comme Donovan Mitchell, aujourd'hui, à aucun moment, vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un qui parie que Cleveland va remporter quelque chose parce que ce côté star américain, je pense qu'on le retrouve pas. Pourtant, il fait quand même le taf. ouais, mais c'est un peu comme Tatum, tu vois. C'est des joueurs qui sont là, qui ont, actuellement, si tu me demandes c'est qui les meilleures équipes, bah, t'es obligé de parler de Cleveland, t'es obligé de parler des Celtics. Et tu vois, c'est un peu ce qu'on dit. Je vais pas dire que c'est injuste, mais en vrai, les derniers champions NBA, c'est qui? C'est les Celtics, Jalen Brown et Jason Tatum, tu vois. Ce sont des Américains, donc finalement, ils sont toujours là. Mais c'est vrai qu'après, si tu me demandes actuellement, donne-moi ton top 3 les meilleurs joueurs de la NBA, il y a très peu de chances que je te cite un Américain parce qu'il y a le Joker, parce qu'il y a Giannis, parce qu'il y a Shea. Et Shea, il fait un taf. Lui aussi, je pense, pour moi, en tout cas. Je sais que les gens, ils sont tous derrière le Joker parce qu'il fait des stats incroyables, etc. Mais Shea, j'ai l'imprestion, à un moment, il faut lui donner son aussi, tu vois. Donc, Tu le mettrais MVP, là, toi, actuellement? il a le meilleur record de la conférence Ouest. Il en a 30 points par match. Il est hyper Avec ce que efficace. le Joe kiffait. Moi-même, dans le dernier épisode, j'avais mis Giannis. Entre les deux, c'est compliqué de choisir, hein. Parce que moi, j'ai toujours ce rapport un petit peu Bah, compliqué entre victoire, performance individuelle. La limite, ouais, mais elle est après, je ne mince. vais pas m'égarer dans le truc, dans les sujets, mais tu vois, à un moment, il faut voir, c'est quoi le MVP, c'est juste tes stats, qui a les plus belles stats, ou c'est qui fait vraiment gagner son équipe, qui donne les meilleures chances à son équipe de gagner tous les soirs. Donc, le Joker, il fait les deux. Je suis pas en train de dire qu'il donne pas de, mais au final, l'équipe qui a le meilleur record, le meilleur joueur de la meilleure équipe actuellement, c'est Shea. Et quand je dis meilleur joueur de la meilleure équipe, c'est pas genre le mec qui tourne à 15 points, c'est pas, tu vois, on n'est pas à l'époque des Spurs où la balle, elle était bien partagée et qu'il y avait pas vraiment de meilleurs joueurs qui ressortaient de façon évidente du lot. Shea, c'est vraiment le meilleur joueur de sa meilleure équipe et c'est clairement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe actuelle. Donc à quel moment on va lui donner, faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il croque un peu plus, qu'il fasse des stats lui aussi de tous les Est-ce soirs. qu'il lui manque pas aussi ce côté un petit peu plus flashy que Bon, t'as déjà vu Shea s'habiller? Tu veux qu'il fasse quoi de bon, plus? oh, chacal, moi, ça, c'est un truc. Non, mais tu veux qu'il fasse quoi de plus? Non, moi, je suis pas d'accord. J'aime pas ce truc-là parce que son jeu, sincèrement, tu regardes un match de Non, Shea, là-dessus, je suis d'accord avec il toi. est propre, tu vois, c'est pas, non, je sais pas, c'est pas le joueur le
le plus athlétique, donc c'est pas un mec qui va taper des dunks de fou. Quoique la dernière fois, il nous a sorti un beau truc sur Garland contre Cleveland. Mais en vrai, moi, je trouve son jeu stylé, tu vois. Il a cette vibes un peu à l'ancienne, un peu voilà. Il est déroutant. Il a des skills de malade. Il a un bon shoot. Non, c'est un beau joueur à voir. Donc, je peux pas dire que non, le gars, il a pas ce qu'il faut pour être MVP. Après, est-ce qu'il joue dans la bonne équipe? C'est peut-être la question. Ou est-ce que les gens, ils croient vraiment en son équipe? Tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils prennent pas vraiment Jokic au sérieux parce que c'est une équipe de jeunes, ils aiment bien déconner, etc. Bref, sans trop sortir du sujet, moi, je fais de l'argument, enfin, ça serait pas un scandale si à la fin de la Non, saison. ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. N'hésitez pas, vous, l'équipe, à nous dire c'est qui votre MVP actuel. Ça serait intéressant. Mais après, un peu pour terminer sur le conflit de style et le côté highlight vs faits fondamentaux, je pense qu'on peut quand même être fiers nous Français par rapport à la formation, par rapport à ce qu'on fait. Et je pense que c'est que le début. Je le dis pas pour voilà, mais on voit que le basket a beaucoup d'influence en France. On sait qu'il y a la domination du foot, etc. Mais on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes, en tout cas moi, à travers un poste qui joue, etc. Donc je suis un peu son parcours et je vois de plus en plus de jeunes de banlieue ou voilà, bref. Mais je vois de plus en plus de jeunes qui avant de retrouver dans le foot, qui sont dans le basket, qui sont en fond dedans. Et ça apporte un peu nouveau parce que t'as un mélange de malades. Et sincèrement, je pense qu'en termes de potentiel, le monde ne se rend pas compte de ce qui arrive en fait. Tu vois là, des gens un Traoré qui sont censés arriver, et voilà, on a vu ce qui se fait le meilleur, etc. Mais qui devait être drafté dans les premiers tours de draft qui se présentera. Pour moi, c'est que le début. On a vraiment un réservoir de joueurs qui est hyper intéressant. Et bravo à la formation en saison, on va dire, parce que pouvoir sortir des premiers choix de draft des saisons, en cas des potentiels premiers choix de draft sur différentes saisons consécutives. Je pense que avant, on avait dit ça à d'autres personnes, personne ne s'y attendait. Ouais. Il y a quoi être fier que les jeunes font comme ça, que le foot c'est saturé, les gars, venez faire du basket. Venez faire du basket et aller montrer au monde que ce qu'on est capable de faire en France. Non, après, non, c'est bien vu le big up. Après, de toute façon, je crois qu'il y a à peu près 100, je sais plus, il y a 120 joueurs à peu près. Il y a 125 Ouais, joueurs internationaux. ouais, c'est ça. Avec, je crois que le Canada, il est devant avec 20, 25 joueurs. Et à la France, je crois qu'on est 15, comme on le répète, hein. Est-ce que c'est le fait que la NBA a baissé ses standards ou nous qui avons pris le dessus? Ça, on vous laissera en juger dans les commentaires. Au moins, vous avez notre avis là-dessus. Moi, Mais faut arrêter avec le truc de la NBA, la baisser ses standards. Tous les jours, ils nous répètent que la NBA d'aujourd'hui, il n'y a jamais autant de skills, il n'y a jamais autant de ceci, les joueurs, ils ont jamais été aussi forts, ils ont jamais couru aussi vite, ils ont jamais sauté aussi haut, ils ont jamais shooté aussi bien. Et maintenant, on va nous dire que c'est parce que les joueurs américains, non, bah, tu vois, genre, on va en parler, et, ça permettra d'enchaîner sur le prochain sujet sur les compétitions internationales. Mais on a sorti dernièrement un short de Kevin Durant, Monsieur Durant, Monsieur Durant, je change de veste, comme je change des choses, non, c'est pas bien. Mais on a sorti un short de Kevin Durant justement où il parle du fait que beaucoup de personnes disent que le niveau européen, en tout cas le niveau du reste du monde, s'améliore et qu'il est potentiellement en train de rattraper les Américains. Et la réponse c'est pas parce qu'on a 3-4 joueurs comme Wemby, le Joker et Giannis qu'on peut se comparer aux États-Unis qui sortent des centaines de joueurs de ce style toutes les saisons. ah, Ça, je trouve le mec encore une fois, il est dans une illusion pas possible. je pense que c'est comme quand il est en soirée en train de faire du basket alors que c'est pas le Ah non, moment. mais il est à l'ouest parce que tu vois ce qui se passe. C'est-à-dire que toi, déjà, ton dernier MVP, il date d'une autre époque, d'une autre décennie. Tous les mecs qui prennent des MVP actuellement, ce sont des joueurs européens. Les premiers choix de draft, ce sont des Européens. Et tu nous dis que non, les Américains, en fait, on est toujours devant. C'est nous, on a construit ce sport. Bah ouais, vous l'avez construit. Bah tout comme les Anglais, ils ont construit. Tu vois, c'est eux qui ont inventé le foot. Et pourtant, c'est pas les meilleurs au foot, hein, malheureusement pour eux. Tu vois, les Brésiliens, ils sont passés par là. La France, elle est Bah passée après, par là. Les Allemands, qui tu veux. pour faire un petit peu l'avocat du diable, est-ce que lui, il parle pas justement
termes de compétition, dans le sens où les Américains auront peut-être toujours le dessus sur une équipe même. Parce que c'est vrai que la France ou les autres équipes, on les rattrape. Mais est-ce que en termes de... Tu mets un 5-5, comme la dernière fois tu l'as évoqué, pour essayer de sauver le All-Star Game, si par exemple on regroupe tous les 5 meilleurs Européens et les 5 meilleurs Américains, on a le dessus. Mais est-ce que si par exemple sur un match, on met l'Allemagne contre les États-Unis, son propos ne se valide pas? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu veux dire en termes de un État contre, enfin un pays vs Team USA. Voilà, parce que Bah, en fait, moi, je suis pas d'accord avec ça parce qu'on a vu à plusieurs occasions les États-Unis perdre des compétitions, que ce soit en 2004, ils ont perdu en 2004, ils ont pas gagné. C'est pour mais ça t'as qu'après vu la team. ils ont sorti l'Armada. Ben non, la team, il y avait qui? Il y avait LeBron, il y avait Melo, il y avait Tim Duncan, je crois. Ils étaient, ouais, mais c'est l'équipe. Je pense qu'ils sont venus pas avec la bonne intention. Maintenant, je suis d'accord, soi-disant, il y en a un qui se proclame le GOAT à cette époque. En tout cas, c'était son intention. Mais est-ce que cette équipe-là, comme je lui dis, hein, je vous fais là l'avocat du diable, c'est juste pour essayer d'animer un petit peu le débat, et n'hésitez pas à nous mettre toutes ces choses-là en commentaire. Mais est-ce que c'est à ce moment-là, comme d'habitude, ils se sont pas vus trop beaux, trop forts, et en fait, je crois qu'ils s'étaient fait taper par l'Argentine. Argentine, Ouais. ouais. Est-ce que ils se sont pas sentis trop beaux, trop forts, et venus en sous-estimant l'adversaire? Ah, là n'est pas la question, en fait. Si t'es si bon que ça, tu vois. Je pense pas que la Dream Team de 92, ils étaient venus en mode on respecte tout le monde. Je me rappelle de Barclay qui disait, quand il jouait contre l'Angola, il disait c'est quoi ce bled? C'est qui l'Angola? Genre, tu vois. Il savait même pas c'était qui, il savait Mais même à pas cette qu'ils jouaient au époque-là, basket là-bas. le basket européen n'était pas encore aussi développé. Le basket Maintenant, européen, je, le basket mondial n'était pas aussi développé, mais ça permettait aux Américains de prendre les gens de haut et de se dire, on va défoncer tout le monde sans vraiment s'entraîner. Quand on entend l'histoire de la Dream Team, les gars, ils te racontent que Jordan et le coach Chuck Daly, ils passaient leur journée sur les terrains de golf, et Chacal, dans l'hôtel, ça fait part, ce truc. t'as vu Non, donc l'équipe les qu'ils mecs, avaient? bah ouais, mais moi, on me dit que la dernière équipe de 2024, c'était la meilleure équipe, ou la Redeem Team, c'était la meilleure équipe. Mais les gars, ils ont sué quand même pour gagner leur titre à chaque fois. Donc, on peut pas me dire que c'est le style américain qui truc. Non, c'est que les Européens, à un moment, et les Africains, et les autres équipes, les équipes asiatiques aussi, elles se sont améliorées. Quand tu vois les Américains qui font un match de préparation contre le Soudan du Sud et qui gagnent sur un shoot à la dernière minute grâce à LeBron, ouais, ok, c'est un match de préparation. Mais les gars, on parle du Sud quand même. C'est, tu vois. Ouais, respect à eux, mais je vois ce que tu veux dire. C'est bien de prendre les gens de haut, mais à un moment, faut se réévaluer, faut se demander est-ce qu'on est vraiment si haut que ça, tu vois. Si à un moment, j'ai besoin de demander à un gars qui va sur sa quarantaine, top 5 all time, de venir faire les JO, alors qu'en fait, on a des jeunes qui sont là, mais vu qu'en 2023, on est parti avec une équipe, on pensait encore une fois que ça allait le faire, etc., et qu'on s'est fait casser la bouche. Les championnats du Ah, monde, le en championnat du monde, 2015, ouais. c'était contre, quand c'est le Canada qui, est-ce que c'est le Canada qui gagne? C'est le Canada ou l'Allemagne, tu sais. C'est l'Allemagne, je crois, non? Ouais, c'est C'est l'Allemagne qui l'Allemagne. gagne. Mais tu vois, ils sont partis avec une équipe, il y avait Anthony Edwards, il y avait Ali Burton, il y avait Brunson. Eh, les Et mecs, c'est des oh, All-Stars. Chacal. Mais c'est Mais des même All-Stars. si c'est des All-Stars, justement, ça reflète un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début. Est-ce Ouais, que cette génération-là, ils sont capables les de gars, step up et de me ramener vraiment au tout? final, moi, c'est pas mon problème. L'équipe, c'est l'équipe américaine. Ça veut dire que vous avez fait une sélection. Selon vous, cette sélection, elle est suffisante pour aller gagner la compétition. Quand vous perdez, faut pas me dire, mais on n'avait pas ramené les meilleurs. Qui vous a dit de pas ramener les meilleurs? C'est votre problème, ça. Mais Et en plus, vous avez ramené des gars, ce sont des All-Stars, les mecs. Mais Je me trompe, en fait, non, mais je suis d'accord avec toi. des Mais est-ce que All-Stars ou des mecs qui sont en champion NBA. Et de toute façon, vous me dites, on le sait, on le dit depuis toujours. La NBA, c'est la meilleure ligue. Donc, un joueur moyen bon en NBA, c'est censé être meilleur qu'un joueur moyen, ils vont en servir. Mais pour essayer de t'illustrer mon propos, regarde, c'est tout simple. Même si, bon, Anthony Edwards, on sait, il a la bouche, tout ça et tout, ok. Dans le mondial, là, il a contribué, mais c'est loin d'être le gars le plus extraordinaire. Tatum, on en revient encore à lui. Il était là, son coach l'a benché. Après, bon, C'est bizarre ce qui s'est passé avec non, Tatum. Je peux j'avoue dire ce qu'on là, veut, je on peut respecte aimer, pas pas aimer. forcément ce qu'il a fait le coach. Il lui a pas donné C'est son bizarre. respect et tout. Franchement, là, je pense que c'est un truc interne ou peut-être j'ai pas très bien compris. Mais pour en revenir
à même la team, il y avait Wade, Kobe, Dwight Howard, tous ces stars-là. Impossible, il y en a un de ces mecs-là. Même Davy, je crois qu'il était là. À l'époque, c'était un jeune joueur. Il a quand même joué. Comment tu peux me dire que le joueur, il remporte le titre et on se passe de toi? Si par exemple, je te demande de me citer les 5 meilleurs Américains actuels, forcément, tu vas me sortir ceux qui étaient là, la génération de LeBron. Et ça, c'est un problème. Est-ce que c'est des Tu stars? citerais pas Tatum actuellement dans les 5 meilleurs joueurs américains? Si, mais à part Tatum, mais même si tu, comme je t'ai dit, même si tu le cites, tu le prends à Touquet? Qui est Tatum? Ouais. J'aime pas les Celtics. Je suis un fan des Knicks. Je vais pas le prendre. J'aime pas les Celtics. Mais en vrai de vrai, s'il jouait dans une autre équipe, ouais. Mais non, moi, je pense qu'en termes de joueurs, tu peux pas. Donc, tu vas me dire demain, si l'équipe américaine elle se présente au JO, elle a Ja Morant, elle a Anthony Edwards, elle a Jason Tatum, s'ils décident de retourner, je sais pas, Chetom Green, ou je sais pas, j'ai du mal à pas dire son Chetom Green. T'as Bam, etc. Ouais. Ça, t'as Bam qui revient, t'as Booker, et qu'ils perdent, on va dire, ils ont pas envoyé leurs meilleurs joueurs. C'est qui les meilleurs joueurs Bah américains? ça fait partie de l'élite, mais est-ce que, par exemple, eux, ces joueurs-là, tu les mets dans la même catégorie que même s'ils sont vieux que LeBron et Durant et tout? On peut pas les mettre dans la même catégorie que LeBron. LeBron, c'est catégorie all-time. Kevin Durant, en termes de talent, c'est catégorie all-time. Tu vois, c'est des joueurs qu'on verra sûrement une fois dans nos vies. Donc, tu peux pas les mettre dans la même catégorie. Mais moi, je suis juste en train de dire, si la domination américaine, elle est toujours là, s'il y a toujours autant de si bons joueurs et que le reste du monde va jamais rattraper, faut pas me dire que les mecs, ils avaient envoyé une équipe bis ou je ne sais quoi. Parce qu'au final, quand vous jouez contre une équipe d'Allemagne, dis-moi, c'est quoi le 5 de l'Allemagne? J'avoue, je suis pas assez calé. Non, je peux pas te dire. Là, je suis d'accord avec toi. Je suis incapable de te dire, je Donc suis pas assez voilà, calé donc ça dans. veut dire qu'en fait, des mecs qui sont confirmés en NBA, des mecs qui jouent, qui sont All-Star en NBA, ils sont partis, ils ont perdu contre une équipe d'Allemagne, dont on peut citer, allez, 3, 4 joueurs maximum. Il y a Dennis Schroeder, on sait, il y a les frères Wagner. Ouais. Après, il y a qui? Mais attention, le Schroeder FIBA. Non, mais moi, je suis pas en train de te dire ça. Je suis en train de te dire, à un moment, si je te demande, je te dis, tiens, là, j'ai 2 joueurs, j'ai Dennis Schroeder et Jalen Brunson. Tu prends qui? Brunson. Je te dis, j'ai Schroeder et Ali Burton. Ouais, Ali Burton. Donc voilà. Donc en fait, ce sont censés être des meilleurs joueurs. Donc quand il y a le match Allemagne États-Unis et que les mecs qui gagnent pas, ou en tout cas que c'est l'équipe d'Allemagne qui gagne la compétition, parce que je sais plus s'il y a eu un contre, je crois que c'est le Canada qui les sort, mais voilà, tu vois, Ouais, mais en fait, au final, c'est une équipe d'Allemagne, quand on arrive à citer 3 joueurs qui gagnent la compétition, les Américains peuvent citer tous les joueurs que tu veux, ils ont pas gagné. C'est une équipe bis, wow. ouais, mais Bon, vas-y, ils sortent l'Armada, mais l'Armada, c'est des mecs de 40 ans. En 2028, ils seront plus là, ces gars-là. bah justement, j'avais échangé avec un abonné en privé et il se reconnaîtra quand je vais parler de cette anecdote. On parlait de ça et en fait, justement, là aussi, j'essayais de me faire l'avocat du diable parce qu'on échangeait et tout. Je voulais avoir un avis différent parce que j'ai pas vraiment, moi, je suis à peu près du même avec toi. Et en fait, je lui posais la question. Je lui demandais, OK, les États-Unis, on sait que le trio, le quatuor de tête qui nous a fait rêver dans les années 2010, il va bientôt disparaître. Sauf si LeBron décide de jouer pour la deuxième venue de son fils. Il va venir avec une canne et il va forcer son équipe, son fils à jouer dans le faut arrêter. Non, le gars, il est costaud, il est tout ce que tu veux, mais s'il est encore là en 2028 et que c'est encore un des meilleurs joueurs américains, faut qu'il se pose des questions, les mecs. Et en fait, je lui posais la question, je lui dis, forcément, les Américains, peut-être il y a les Bronson, il y a les Tatum, je pense que il sera peut-être d'un autre niveau et le level qu'on attend de lui, il le sera forcément là. Tous les jeunes joueurs, Ja Morant, ils auront forcément un statut beaucoup plus élevé. Donc, ce seront eux les représentants de la NBA. Mais maintenant, est-ce que au niveau des Européens, ça va suivre? De notre côté, il y a Wemby, Rizaché. OK, pour l'instant, c'est pas ce que ça va devenir. Mais pour l'instant, au niveau de la France, nous, on a des espoirs parce que là, nos jeunes, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Mais je lui ai reposé la question et je lui ai dit, est-ce que tu penses que l'Europe va avoir autant d'excellents joueurs sur un même collectif? Finalement, la réponse, elle était un petit peu vague, mais les Américains, on est quasi sûr que leur base, elle est installée. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense justement que la mondialisation du game fait que, d'un point de vue international, on aura toujours une émergence de nouvelles stars ou de nouveaux joueurs de pays européens ou africains. D'ailleurs, Embiid, en vrai, c'était venu
venu jouer pour la France, je pense que déjà, ça serait déjà plus équilibré. Mais au-delà de ça, vas-y, on n'a pas besoin de toi. On a le petit Sarr qui arrive. En vrai de vrai, regarde juste potentiellement l'équipe de France dans 4-5 ans, si les joueurs y confirment. Je sais pas, déjà juste avoir un joueur comme Traoré, s'il arrive à confirmer et qui s'impose en NBA au poste de meneur, c'est un truc de ouf. Des joueurs comme Rizaché, s'il confirme, c'est un truc de ouf. Ça donne aussi, tu vois. Donc déjà, en termes de 5, là, tu pars sur un 5, là, des gars, ils jouent tous dans la meilleure ligue du monde. Ça fait une différence. Et qu'ils ont un poste, en plus, qu'ils ont un poste où ils ont des rôles importants en NBA. Pour moi, ça fait une différence de malade. Après, je leur souhaite vraiment de réussir. Tu vois, je vais pas faire leur carrière ou leur couper, l'œil, comme on dit. Donc, faut qu'ils arrivent, faut qu'ils réussissent. Mais tu vois, si t'es une raquette, déjà, t'as Sarr et dans la raquette, c'est déjà imposant, tu vois. Je sais pas si, du côté américain, bah, ça va être qui en face? Chet est qui? Tu vois. Donc, moi, j'y crois. Je suis peut-être un peu trop chauvin. Moi, j'y crois, en tout cas, d'un point de vue français. D'un point de vue international, je veux pas rentrer dans le truc, mais tu vois, genre, si tu prends l'excuse de ta vie, tu vois, si on était resté sur ce schéma-là, ils n'avaient pas éclaté tout ça, mais ils ont déjà une équipe qui peut faire des trucs de ouf, tu vois. Tu t'imagines une équipe, t'as Luka, t'as le Joker, t'as Bogdanovic, t'as des joueurs comme ça, t'as Vucevic aussi, t'as des équipes, ou même, je parle même pas encore des joueurs qui sont en Euroleague, qui ont un niveau aussi, tu vois, qui est très élevé. Il faut parler aussi, encore une fois, de la formation et du collectif. Nous, en France ou dans les pays européens, on sait que d'un point de vue collectif, les gars, ils se connaissent, ils ont l'habitude de se voir, parce qu'ils ont, depuis qu'ils sont petits, soit ils jouent ensemble, soit ils jouent contre les uns contre les autres, et il y a plus de facilité, si tu veux, de mettre en place ce collectif que chez les Américains. Ça, c'est une réalité toujours vue. Donc après, le plus dominant, ça a fait que, même s'ils n'avaient pas pris le truc de ouf, ils ont toujours réussi à s'imposer. Mais on voit, d'année en année, que justement, cet état, il commence à se réduire, et que d'être les meilleurs athlètes, on va dire, ou d'avoir les joueurs, ça suffit plus. Donc ouais, moi, j'ai envie de voir que dans quelques années, que ce soit une équipe européenne, une équipe américaine, l'Amérique latine ou le Canada ou qui tu veux, je pense qu'il y a une équipe qui sera capable de challenger les Américains et de gagner les histoires à leur place. Ben, ouais, non. J'espère que c'est ça la France. Moi Arrêtez, aussi, faut pas après, mentir. pour en revenir un peu plus à ce que je pense, moi aussi, je pense que il y a une monde d'Européens qui va se faire. Je pense on va sûrement être les pionniers dans ce domaine. Je crois vraiment dans la nouvelle génération en fait, et surtout, j'ai envie d'y croire pour au moins qu'on arrive à montrer ce que vaut le basket français avec tous les phénomènes qui arrivent. La NBA, je pense pas que ce soit un déclin pour moi. Je pense plus que c'est la mondialisation qui s'est adaptée au style américain. Maintenant, la suite, on verra comment ça se passe. Vous, n'hésitez pas à mettre votre avis, les gars, commentez, partagez, likez pour donner de la force. Encore une fois, merci pour le soutien. Continuez à suivre la chaîne, continuez à vous abonner, continuez à partager aussi. Et n'hésitez pas à donner vos avis sur le podcast en lui-même. Et si vous avez même des sujets que vous avez envie enfin, que vous souhaitez nous recommander et qu'on pourrait traiter derrière, n'hésitez pas aussi à les proposer. Ouais, merci les gars. C'était le général, comme je l'ai déjà dit ou déjà foot qu'on est, c'est ici que ça se passe. Ne ratez pas le train parce que si vous montez pas là-dedans, vous allez rater des choses. Partagez, likez et je vous dis à bientôt. Une dernière chose à dire, Black? Non, c'est bon pour moi. Merci à tous les gars et au prochain épisode.